Bienvenue Sandy sur Fleur de Cactus. C'est la deuxième fois que tu interviens sur ce podcast. Merci de nous éclairer sur des questions fondamentales liées à l'impermanence, qui est le sujet de Fleur de Cactus. Tu es en effet docteur en philosophie, tu es spécialisé en philosophie bouddhique. Tu as écrit un livre « Tous les êtres sont des Bouddhas », issu de ta thèse de doctorat sur l'étude de la nature de Bouddha, c'est-à-dire une exploration et une compréhension de ce que peut bien être l'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler du yoga tibétain Kumye que tu pratiques et enseignes depuis plusieurs années. Sandy, peux-tu d'abord nous expliquer ce qu'est Kumye et nous présenter son instigateur qui est Tartang Tulku et qui en a fait la promotion en Occident? Ok, bonjour, merci pour l'invitation, la deuxième effectivement. Donc, je suis ravie de revenir pour parler de Kumye. Effectivement, c'est une pratique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en 2013, je crois. Donc, Kumye, c'est du tibétain. Kumye, ce sont deux mots tibétains. Et en fait, ça renvoie à une pratique qu'on désigne généralement par un yoga. Voilà, on parle du yoga tibétain. Il y a plusieurs formes de yoga tibétain et Kumye, c'est l'un d'entre eux. Voilà. Donc, Kum, en fait, c'est un mot tibétain qui veut dire corps, un corps espace, parce que c'est ce qu'on va chercher dans la pratique. On va pratiquer pour avoir un autre rapport à notre propre corps, puisque sa véritable nature, c'est l'espace. Et Nye, on peut le traduire par massage. Donc, en fait, Kum Nye, on va essayer d'avoir un autre rapport à notre propre corps en faisant des exercices qui vont permettre de masser notre expérience intérieure. Autrement dit, on va beaucoup accentuer le fait d'avoir des ressentis, des sensations, et c'est ça justement qui va permettre de brasser, de purifier, de clarifier l'expérience interne et qui va permettre d'avoir une autre perception. Et donc, Et oui. Tartang Tulku, c'est celui qui l'a redécouvert quelque part et qui a voulu le remettre à l'ordre du jour dans la culture occidentale? Alors, Tartan Tulku, effectivement, donc c'est un Tibétain qui est né en 1935 et après il est arrivé en Occident. Et c'est pas vraiment qu'il a redécouvert Kumni, en fait, c'est des exercices qu'il a reçus lui-même pendant son éducation, puisque bon, le mot Tulku, en fait, ça veut dire qu'il a été reconnu comme la réincarnation d'un grand maître, donc il a reçu une éducation spécifique depuis très jeune. Et parmi cette éducation, enfin, au sein de cette éducation, donc il y avait des exercices corporels. Après, sa particularité, quand il est arrivé en Occident, donc il s'est établi aux États-Unis, vers San Francisco, et en fait, il s'est rendu compte que les Occidentaux avaient vraiment besoin d'exercices corporels. Il a adapté ce qu'il a reçu pour que ce soit le plus digeste possible, tout en restant efficace pour nous, en fait. Donc, c'est pas vraiment redécouvert, on va dire qu'il y a une adaptation de ce qu'il a reçu. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces exercices, en quoi ils consistent concrètement? Parce que tu as parlé de massage intérieur. Oui. Comment on peut Un se massage masser intérieur, bon, le intérieurement? massage, de toute façon, parce que généralement, on parle de massage, on imagine au moins deux personnes. On Oui. imagine le massage plutôt externe, c'est pour ça que je dis massage intérieur. Mais alors, pour commencer depuis le début, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de yoga. Bon, même si initialement on parlait plus de relaxation tibétaine que de yoga pour pas qu'il y ait de méprise, parce que ça ressemble pas à un yoga tel qu'on peut en avoir. Les représentations usuelles du yoga, c'est pas Kumye. Donc, mais quand même, le point commun qu'il y a entre cette pratique et les autres formes de yoga qu'on peut trouver un peu partout, c'est qu'on va travailler donc avec le corps. Donc, on va faire des postures, des mouvements, des exercices de respiration, des visualisations. Voilà, donc ça, c'est un peu j'ai envie de dire, le socle commun de toute pratique Yogique. de yoga. Et après, donc là où on met l'accent et qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres pratiques, c'est qu'on va le faire de manière très lente. C'est pas forcément des exercices très compliqués. Quand on regarde dans le livre, c'est quand même relativement simple, hein, c'est accessible pour tous finalement. Il n'y a pas besoin d'être dans une condition physique spécifique. Et donc l'idée justement de cette lenteur et de cette simplicité au niveau des mouvements, mais qui en même temps sont particulièrement choisis parce que comment dire, ça travaille sur des zones particulières du corps, eh bien c'est ça qui va permettre de fluidifier notre expérience corporelle finalement, de trouver davantage de ressenti au sein de son expérience. Et c'est ça qu'on désigne par le terme massage, parce que par exemple, quand vous faites masser, ou quand on fait quelque chose de très agréable au niveau sensoriel, corporel, eh bien, on sent bien que l'expérience intérieure, elle est différente. On se sent différent. Il suffit de faire un massage d'une heure, on sent bien qu'intérieurement, c'est différent. Ben là, finalement, on va dire l'objectif est à peu près similaire, sauf qu'on est tout seul. Et c'est à travers les mouvements, etc., qu'on va réussir à créer une autre ambiance, un tout autre environnement intérieur
grâce à ces mouvements, grâce à la respiration et grâce surtout à cette attention particulière qu'on va mettre sur les ressentis. Hmm. Mais tu parles de ressenti et justement, c'est là où je voulais en venir. Quand j'ai lu l'introduction de son livre, donc le yoga tibétain Kumye, qui explique les vertus de ce yoga, j'ai repéré un champ lexical très proche de la sensation agréable. Je t'avais dit au téléphone du Oui, plaisir. oui. Et je vais juste te lire une phrase. Quand nous utilisons vraiment nos sens, toutes les parties de notre corps se mettent à vibrer de vie et de santé. Tous nos sens se dilatent d'une façon subtile qui accroît notre plaisir. Et je trouvais que ça détonne beaucoup avec d'autres écrits bouddhiques qui sont plus méditatifs, plus contemplatifs et qui vont vraiment prôner le détachement d'emblée avec nos émotions, avec nos sensations, parce que tout n'est qu'illusion, ne serait Mhm. qu'illusion. Or ici, on assiste à un chemin inverse. C'est-à-dire Mhm. qu'on habite notre corps pour comprendre les mécanismes liés à notre corps et comment cela impacte notre esprit. Je ne sais pas si... Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors Hmm. après, euh, moi, en fait, ce qui m'a frappé, je me permets juste de peut-être un peu reformuler ou présenter différemment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là dans ce que tu viens de poser. Moi, ce qui m'avait frappé, surtout au début avec cette approche par rapport au bouddhisme, on va dire plus classique, tel qu'on le Mhm. rencontre, c'est qu'on rentre par la porte de la souffrance. Dans le Ouais. bouddhisme plus Hmm. traditionnel, tout est souffrance. Voilà. On Mhm. commence par les 4 nobles vérités, ou les 4 vérités des êtres nobles en fonction de la traduction. Donc tout est souffrance, la cause de la souffrance, la vérité du chemin, la vérité du fruit. Bon, je vais un peu rapidement, mais bon, si je vous montre ça très Prenez facilement. votre Mais c'est temps. souvent ça. Le bouddhisme est parfois associé à une forme de pessimisme, de nihilisme. Effectivement, on parle de détachement, Mhm. de nirvana, d'éveil. On a l'impression qu'il n'y a plus personne, qu'il ne se passe plus rien. Et Enfin, d'ailleurs, oui, voilà. c'est une mauvaise interprétation aussi. Si on va à Voilà. l'extrême, on se dit le bouddhisme, en fait, c'est le néant, c'est la recherche du néant, de plus rien ressentir, alors que c'est tout Voilà. le Donc, contraire. oui, c'est pas ça du tout. Donc là, c'est pour ça que Mm. je disais qu'il y avait beaucoup d'éléments dans la question, parce que même si parfois on commence par le détachement, et c'est Mhm. vrai, justement la souffrance, le problème, on dit que c'est l'attachement ou l'ignorance, mais après il y a tout un travail aussi de compréhension même intellectuelle. Qu'est-ce qu'on entend par détachement? Mm. C'est pas se détacher des sensations, c'est pas se détacher des ressentis. On parle d'un autre détachement, et quand on parle d'une illusion, on parle d'une illusion en fait, le fait de tout prendre de façon très concrète. Hein, Mm. le problème fondamental, c'est qu'on a un rapport à soi et au monde qui est très grossier en fait. Donc, de quoi faut se détacher? C'est pas, il n'y a rien de mauvais en soi, en fait. C'est juste, faut se détacher d'une perception qui est juste à l'ouest, on va dire. On voit pas du tout les choses telles qu'elles sont. C'est la fameuse phrase. Donc, peut-être pour montrer effectivement ce sens inverse, où on prend pas la même porte d'entrée, on va dire, c'est d'un côté, c'est toutes les souffrances, et avec Koumnier, c'est on commence par le fruit. Mm. Hein, donc traditionnellement, on dit on peut commencer le chemin par la base, on peut commencer directement par le fruit. Mm. Or, le fruit, c'est quoi? Donc, c'est l'éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est de reconnaître la véritable nature de l'esprit et du corps. Et quelle est cette véritable nature du corps et de l'esprit? Eh bien, en fait, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la félicité. Et quelque part, c'est une forme de plaisir. Mm. Donc, c'est pas un plaisir grossier. On est dans des formes, parce qu'il y a différentes nuances dans le plaisir. Mais effectivement, c'est ça tout de suite qu'on va mettre d'emblée. C'est vers ça qu'on va tendre, en fait. Oui, une délectation aussi quelque part. En fait, là où je trouvais que ça a détonné, je vais te donner un exemple. Je sais, tu dois sûrement connaître l'Ojong, les Oui, méditations proposées aussi par l'entraînement de Shamarpa, l'esprit. l'entraînement de l'esprit. Et en fait, là, il y a des méditations à travers le corps, mais la question qui est posée, qui est très simple, c'est où suis-je? Est-ce que je suis dans mes yeux, dans mon nez, dans... Et en fait, on fait la méditation, on se rend compte qu'on est nulle part. Mmh. Et il n'y a pas ce côté de l'ordre de la sensation, de l'émotion qui, je trouve, est enfin, oui, est très valorisé dans Kumnier, où on va Oui, pas chercher à l'éviter. Tu vois ce que je veux dire? On va au oui, contraire oui. l'accueillir, la ressentir, voir où cette émotion va surgir dans notre corps, si c'est dans notre poitrine, si c'est dans notre tête, si on... Et donc, je trouvais ça très intéressant et très bienveillant, en fait. Parce que Mmh. d'emblée, nos émotions sont quand même prises sous l'aile et après on va le voir dans la suite de l'entretien, mais le but c'est de se détacher, de lâcher prise. Alors détaché, disons que ça va être d'accueillir. Moi, je préfère dire c'est fluidifier. Quand Ok. je suis dans le langage du corps, j'aime bien dire fluidifier. Hmm, Effectivement, on passe par l'accueil et la fluidification.
Parce que souvent, les émotions, alors, soit on n'est même pas conscient du mécanisme, en fait, on est tout de suite dans la réaction émotionnelle et ça a déjà pris des proportions, Oui. on ne sait même plus d'où ça vient. Mm. Donc, c'est déjà d'aller à la source, en fait. Mm. Parce que si on veut résoudre les problèmes, il faut aller à la source du problème. Donc, si on va jamais voir, bon, bah, ça risque d'être compliqué. Et après, plutôt que de parler de détachement, que je réserverais plus on va dire, moi, j'ai deux grilles de lecture. Il y a la grille de lecture conceptuelle. Donc, l'Ojong, pour moi, il en fait un peu partie avec ses instructions de méditation. Et après, quand on est au niveau du corps, bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on rencontre une émotion en soi, on sent que c'est quand même assez figé, Oui. que c'est pas toujours agréable, c'est contracté. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, qu'il peut y avoir autant de virulence dans une colère ou une jalousie ou toutes les émotions possibles, parce que justement, c'est pas fluide ici, c'est pas ouvert. C'est une blessure, c'est le fruit d'une blessure, de quelque chose qu'on n'a pas digéré. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir là où il y a cette émotion perturbatrice, hein, parce que dans le Tibet, enfin, dans le bouddhisme tibétain, ils insistent bien sur le qualificatif de l'émotion. C'est pas l'émotion en soi le problème, c'est qu'elle soit perturbatrice. Mm. Et au niveau du corps, pourquoi elle nous perturbe, pourquoi elle nous fait faire n'importe quoi cette émotion? Et ben, c'est parce que ici, c'est pas fluide, c'est pas nettoyé. Voilà. Donc, Mais d'ailleurs, tu parles de nettoyage. Il y a un exercice qui est proposé, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres yogas liés au nadi, je crois, le nettoyage oui. du souffle. Mm. Et en fait, c'est la même chose, hein. L'application des souffles, ouais. On pince un peu la narine et on fait fluidifier quelque part l'air. Et en fait, il y a des visualisations vous pouvez visualiser les impuretés sortant de votre corps sur la narine Mm. gauche, etc. Et donc, ces visualisations, en fait, permettent de concrétiser quelque part ces émotions peut-être et de les éjecter déjà d'un point de vue Oui. mental. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, le cheminement Le cheminement par rapport à cet exercice en ouais, particulier? de cet exercice, mais aussi de manière générale, où tu parlais de fluidification, de fluidifier les Oui. émotions. Quels sont les exercices, en fait, qui permettent de mieux comprendre ce concept dont tu parles? Alors, comment faire pour expliquer ça dans les grandes lignes? Bon, de toute façon, pour les émotions, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'exercice en particulier. Tout exercice qui contribue à faire revivre le corps, c'est bon, en fait. Il n'y a pas un exercice spécifique pour les émotions. Même si dans l'ouvrage de Tartan Tulku, le premier, il y a des fois des titres transformer les émotions négatives, où il y a le mot émotion dans le Mhm. titre, mais c'est plus parce que c'est des exercices qui vont être beaucoup plus stimulants au niveau de l'énergie. Et donc, ça va permettre de faire ressortir les mémoires des profondeurs, on va dire. Plus Mm. l'exercice va être puissant, plus on va pouvoir aller chercher dans les tréfonds de notre esprit, de notre inconscient. Voilà, c'est ça. Mais des fois, il y a, comment dire? Donc, basiquement, pour expliquer le processus, on peut dire simplement que l'émotion, finalement, qui nous perturbe, c'est quelque chose qui est gelé dans le corps. C'est pour ça qu'à la base, le mouvement, c'est primordial. Mm. N'importe quel type de mouvement, en fait, donc c'est pour ça, peu importe l'exercice, quand on est conscient de la sensation et du ressenti, parce que on peut faire plein de sports et être bourré d'émotions, je veux dire. Donc, c'est pas juste le mouvement tout seul. C'est vraiment un mouvement qui, en Conscient. conscience, et une conscience, j'ai envie de dire, qui est quand même assez profonde. C'est pas juste je suis conscient que je lève le bras ou je tourne la tête. C'est encore une autre approche. Et en fait, le mouvement va venir dégeler, désengourdir le corps. Et c'est déjà, on va dire, un premier niveau de fluidification. Ouais. Après, oui, c'est clair. Et il invite à la pause aussi, en fait. Avant de commencer, il y a tout un protocole à suivre, c'est-à-dire quand tu parlais de faire du sport, on fait du mouvement. Bah oui, Oui. on va tout de suite faire un échauffement, on sprint, machin. Alors que là, c'est tout le contraire, c'est qu'on s'assoit d'abord. Mm. Et cette pause assise est primordiale, en fait, avant même de commencer. Tout à fait. Oui, parce que là, ça rejoint aussi ce qui est enseigné dans le bouddhisme traditionnel. On commence par ce qu'on appelle le calme mental, enfin, Mm. shiné ou shamatha en sanskrit. Parce que si on veut développer cette conscience particulière qui se tourne vers l'intérieur, vers des niveaux de plus en plus profonds, s'il n'y a pas un minimum de calme, si on n'est pas un minimum centré, immobile, Mm. on va pas aller très loin, en Mhm. fait. Donc, effectivement, on revient régulièrement, c'est vrai que je l'ai pas mentionné tout à l'heure, parce que ça, c'est une caractéristique, donc merci, c'est une caractéristique de ce yoga, c'est qu'effectivement, on va pas faire des enchaînements de postures ou de mouvements pendant 3 heures d'affilée ou même 1 heure. On commence dans la posture assise, on revient régulièrement dans la posture assise, justement pour pouvoir permettre cet approfondissement Mm. de la perception de soi-même, enfin, de ce qui se Mm. passe au niveau du corps et de l'esprit. Cet ancrage. Oui, tout à fait. Et Euh, juste peut-être pour oui. terminer par rapport à ta question, parce que ça, c'est vraiment la base. On va dire que le mouvement,
C'est ce qui va permettre déjà de retrouver la vie du corps, hein, parce que tout ce qui est figé, ce qu'on appelle l'attachement, tous ces côtés émotionnels qui nous pourrissent la vie, hein, pour le dire familièrement, en fait, c'est lié à des formes d'adhérence dans le corps, des choses qui ne circulent pas. Donc après, il y a comme une forme ça se dit gradation des exercices ou une progression dans les exercices. Des exercices qui vont permettre de travailler plus à la surface, et c'est plutôt ce qui est conseillé au début, qui vont permettre de traiter des tensions superficielles ou des petites émotions. Voilà, le petit tracas de la veille qui nous a un peu. Il y a le petit vélo qui s'est mis en route, et voilà, on peut l'évacuer assez facilement. Mais après, il y a des mémoires qui sont beaucoup plus profondes, des émotions qu'on a qui peuvent être liées à l'enfance. Alors celles-là, pour les déloger, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Et c'est là qu'on va éventuellement rediriger vers des exercices plus spécifiques, et notamment tous ces travaux, parce qu'on a commencé tout ce travail lié au souffle, parce que tu as mentionné, donc c'est l'exercice 13 dans le livre, la purification des souffles. Dès l'instant qu'on travaille avec la respiration, là, ça permet déjà de travailler sur des aspects plus subtils de l'expérience, parce que en fait, tout est une question de souffle, quoi. Si on veut, voilà. Donc on commence au niveau grossier avec le corps, mais vraiment le travail de la respiration et tout ce qui est visualisation, ça va permettre de guider le processus de transformation et voire même de l'accélérer. Voilà. Pour donner une réponse un peu complète, enfin complète, mais c'est pas ça a exhaustif, beaucoup mais de sens. un tour d'horizon, on va dire. Et mais je vais lire une autre phrase qui fait beaucoup écho à ce que tu dis. Donc c'est page 23-24 sur le livre, si vous voulez le retrouver, je le mettrai tout à l'heure, enfin au montage. Nous échafaudons des projets perdus dans nos rêveries. Nous avons quelquefois un bref instant de plaisir ou une sensation riche ou puissante, mais nous ne faisons pas l'expérience de la pleine saveur du contact. Et cela nous semble nous fuir en quelque sorte. Quelle est cette pleine saveur du contact dont parle l'auteur ? C'est ce dont tu viens juste... Enfin, c'est ce que tu as expliqué un petit peu, en fait. D'incarner, de vivre cette émotion, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Et de ne pas passer d'une émotion à une autre. C'est, encore une fois, cet exercice de la pause est extrêmement important, d'après ce que j'ai compris. De la pause, et moi, comme je l'entends, alors après, il y aurait peut-être différentes façons de l'interpréter, mais là, dans ce que tu viens de dire, moi, ce que j'en comprends, c'est que habituellement, parce que dans les premières pages du livre, en fait, il met en opposition un peu le mode habituel qu'on a de vivre. Occidental, ou même, enfin, on dit souvent occidental, mais je pense qu'il y a des Tibétains, ils vivent comme ça aussi, hein, ou des Chinois, des Japonais. Hein. Après, tout dépend du travail qu'on a fait sur soi, en fait. Après, il y a peut-être un contexte culturel qui va favoriser une pratique ou une prise de conscience de certaines choses. Mais après, pour moi, c'est fondamentalement humain, quoi. Je veux dire, quand il n'y a pas de travail de fait, eh bien, il y a quelque chose d'inné, d'automatique qui fait qu'effectivement, on est plus dans le mental et on a tendance à avoir des plaisirs assez superficiels. Et on voit bien que ce pas des plaisirs qui nous nourrissent en profondeur, parce qu'on a besoin de changer sans arrêt. Donc, il y a quelque chose qui nous fait plaisir, après on change, après on passe à autre chose, ça me plaît pas, bon, bah, je pars. Donc, en fait, ça crée une forme d'inconstance, un manque de stabilité, un manque d'ancrage. Et pour moi, quand il parle de pleine saveur du contact, c'est ça, hein, l'expression, c'est justement d'aller vraiment à la source de ce plaisir. Encore une fois, c'est d'aller à la racine de notre expérience, parce que c'est là où se trouve la véritable joie, quoi, finalement. Et qui va nous permettre de vraiment nous ancrer, de nous stabiliser et de ne pas être en recherche permanente de différentes sources de plaisir, que ce soit dans des objets ou des personnes ou des situations particulières, et qui crée cette dépendance et au final cette souffrance. Parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait, et c'est là que, pour revenir au thème, l'impermanence, comme tout est impermanent, mais si on remet toujours notre bonheur dans les mains de quelque chose qui ne dure pas, bon, il n'y a pas besoin d'écrire 300 pages pour savoir si c'est pas possible. Et extérieur à nous aussi, si on mise sur quelque chose d'extérieur, j'ai l'impression aussi que le bouddhisme essaie de recentrer toujours sur notre ressource et nos potentiels intérieurs. Ah oui, tout à fait, ouais. Oui, parce qu'impermanent, c'est vrai que notre propre corps est impermanent. Donc effectivement, il y a l'idée, il y a deux choses, c'est de de se projeter à l'extérieur tout le temps. Tout est impermanent. Et l'idée, c'est vraiment un retour à la maison. Mais pour mieux comprendre, en fait, cette idée de trouver la racine de la joie, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la pratique en tant que telle, les 3 niveaux de progression des exercices. Il y a donc la pacification, la transformation et la libération. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ces 3 étapes ? Oui. Alors, la pacification, justement, on est un peu au stade qu'on a décrit brièvement tout à l'heure, où quand on commence la pratique, on sent un bienfait, j'ai envie de dire, quasi immédiat, quoi. Déjà au bout d'une heure, et même juste une journée de pratique, si on fait une petite journée comme ça de 4-5 heures, il y a vraiment quelque chose de paisible qui s'élève très rapidement, même si on n'a jamais rien fait avant, même si c'est la première fois qu'on en fait.
par rapport au retour que j'ai pu avoir, enfin, c'est prouvé. Voilà. C'est prouvé, c'est vérifié. Voilà, c'est pas la publicité mensongère. Il suffit juste de suivre les instructions et voilà. Donc il y a quelque chose de, oui, qui se pacifie assez naturellement parce qu'on est déjà davantage dans le corps et pas à un niveau juste superficiel. Je suis conscient que je mange, je suis conscient que je marche, mais c'est vraiment quelque chose de euh, euh, oui, de plus intériorisé qui fait qu'il y a quelque chose. Enfin, moi, j'aime bien parler de dire, enfin, oui, j'aime bien dire, en fait, il y a un espace intérieur qui s'ouvre. Et dès l'instant qu'il y a plus d'espace à l'intérieur, bah, forcément, on se sent, enfin, c'est beaucoup plus agréable. Un peu comme si on a un vêtement trop étroit, bah, on n'est pas bien dedans, on ne peut pas respirer, ça nous pollue l'esprit. Ou après, si on vit dans un petit espace sans lumière, bon, bah, c'est pas agréable. Donc, le corps, c'est un peu pareil. Donc, une fois qu'il y a plus d'aisance dans le corps, bah, tout de suite, ça change énormément de perspective. Donc ça, c'est le premier niveau, entre guillemets, hein, même si bon, c'est juste une manière pédagogique de Schématisé. présenter la pratique. Ouais, voilà. Mais on peut décrire ça comme ça. Mais après, voilà, c'est pas le fruit. L'éveil, c'est pas ça. L'éveil, c'est vraiment d'être libre de tout attachement, d'être dans ce qu'on appelle la claire lumière. Donc c'est vraiment une reconnaissance profonde de la nature des phénomènes. Donc pour aller vers ça, il faut un peu plus bosser. Et c'est ce qu'on appelle le stade de la transformation. Donc transformation ou purification justement des mémoires ou des tendances samskariques qui sont un peu plus enracinées et qui demandent un peu plus d'efforts pour être délogées. Donc voilà, ça c'est le deuxième niveau de pratique. Donc on va insérer des outils supplémentaires. On va éventuellement focaliser sur des exercices plus spécifiques. Tu peux donner un exemple Un d'exercice? exemple, ben, alors un exemple, bah, ce sont des exercices qui vont, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure déjà pour les émotions, qui vont aller mobiliser plus d'énergie, enfin qui vont être plus forts au niveau du travail du souffle aussi. Il y aura des visualisations peut-être un peu plus complexes à mettre en place. Donc c'est des choses qui sont pas forcément les plus évidentes pour un débutant. Un débutant, si on lui dit de lever les bras, parce que par exemple il y a un exercice, on lève les bras, on fait ça, enfin c'est quelque chose d'assez universel. Ou par exemple l'exercice 17, on tourne la tête et c'est tout. Enfin je veux dire, il y a des exercices, il y a rien de plus simple, hein. Bon, bah là, il n'y a pas. Enfin, j'allais dire, ça déjà, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes en fait, parce qu'on se rend compte que juste de faire ça, on part tout le temps. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'est pas dans une forme de paix. Donc, après, les exercices, c'est oui, introduire les visualisations. Déjà, l'exercice 13 que tu as mentionné tout à l'heure, c'est déjà un niveau, mine de rien, qui n'est pas à la portée de tous. Enfin, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait là, d'alterner la purification du souffle par les narines avec les visualisations, tout ça. Donc voilà, en fait, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est juste que c'est plus avancé parce que notre esprit est tellement instable que si on lui donne trop d'instructions, soit il comprend même pas ce qu'on fait, ou il va être toujours en train de se demander mais pourquoi ça, et pourquoi il faut être en rétention de souffle, et pourquoi ta visualisation et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est plus avancé, mais il n'y a pas, euh, enfin, j'allais dire, il n'y a pas de secret. Enfin, c'est simple, mais en même temps, c'est compliqué pour notre esprit. Et à quel moment intervient donc cette troisième étape de la libération? La libération, c'est le fruit. Mais alors ça, C'est une fois que la c'est le travail de toute une vie. Ah oui, oui, c'est le travail de toute une vie, oui, oui, ça tout à fait. Puis en plus, j'ai envie de dire, c'est le travail de chaque instant parce que il y a des moments, c'est l'ouverture totale, enfin tout va bien, et puis après il arrive un truc dans votre vie le lendemain qui fait que ça peut se refermer. Donc je veux dire, c'est une vigilance à chaque instant. Il n'y a rien d'acquis. Enfin, si, s'il y a quelque chose d'acquis quand même, c'est que plus on comprend les mécanismes et les fonctionnements, plus on sait comment se relever. Plus vite on se relève en fait. Alors que quand il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie qui est difficile, qui nous fait pas plaisir, qui nous a fait du mal, bah, parfois il y a des gens, ils vont bouder pendant 20 ans, ou alors c'est quelque chose de refoulé pendant des années. Et quand même, ce qui est acquis, à mon sens, dans la pratique, c'est que quand on a compris les mécanismes et qu'on sait comment ça marche, bon, ben, on ne se fait plus avoir à rester dans l'ombre ou dans une forme de fermeture pendant longtemps. Mais bien sûr, déjà, ça, c'est dégressif, hein, je veux dire, on sait beaucoup de maîtres qui le disent, hein, si vous avez l'habitude de bouder pendant 10 ans, ben après, ce sera peut-être que 5 ans, après, ça sera peut-être que 2 ans, après 3 heures, et puis après, ça va partir en 10 secondes, voilà. Donc, mais oui, bien sûr, c'est le travail de toute une vie. Et puis, dans les textes, alors ça, c'est pas spécifique à Kumye, mais dans les textes du bouddhisme, ils décrivent bien qu'il y a différents paliers d'éveil. En fait, l'éveil en soi, c'est très vaste. Il peut y avoir des formes d'éveil, mais en fait, si on parle vraiment de l'éveil complet et parfait, oui, il y a du chemin, quoi. Il y a du chemin. Et, mais au moins, je crois qu'on peut parler de résultats concrets quand on progresse dans cette pratique. Et Tartang Tulku parle des plans subtils
de notre manière d'appréhender notre réalité. De- Qu'est-ce qu'il entend par ces plans subtils? Alors, il faudrait que je vois dans le contexte, Ben, je mais les crois que plans c'est sur... quand il parle de l'intuition, en fait, où tu vois, il y a une sorte Ouais. de subtilité de notre peut-être esprit. Je ne sais pas comment on peut parler d'ailleurs, parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas vraiment de mots pour ça. C'est les Occidentaux qui ont inventé ça pour parler du bouddhisme. Mais voilà, une appréhension de la réalité beaucoup plus fine, plus Mhm. subtile. Alors, je ne sais pas si c'est donc l'intuition, mais peut-être être plus à même d'être empathique avec l'autre ou de peut-être même appréhender, prévenir Mhm. des sensations, je sais pas. Alors, plan subtil de l'être, bon, moi, ce qui m'est venu en premier, c'est déjà l'aspect corporel. C'est Mhm. déjà d'être en contact avec le corps énergétique et pas seulement le corps physique. Donc ça, c'est déjà un plan subtil Mhm. de l'être, hein, parce que l'être, en fait, ça inclut tous les phénomènes. Enfin, ça inclut toute la manifestation, finalement. Donc déjà, avec cette pratique-là, ce qu'on peut aborder enfin, avec la pratique, c'est de voir qu'il y a des aspects plus subtils déjà en nous-mêmes. Mhm. Et c'est d'ailleurs l'accès à cet aspect subtil chez nous, on va dire, qui va permettre de dénouer plus rapidement enfin, tout ce qui nous enchaîne finalement, tout ce qui nous fait ce qui nous fait souffrir. Donc ça, c'est un premier aspect. Et effectivement, le corps, c'est pas que de la matière inerte, donc il y a bien de l'énergie et il y a de l'information aussi. Donc ça nous permet d'accéder à d'autres plans de la conscience, on va dire. Mhm. Justement, c'est tout l'intérêt de ce travail corporel d'ailleurs. Hein, si on n'est pas assez près, enfin, la méditation assise, parfois, ça ne suffit pas pour accéder justement à cette fameuse nature de l'esprit. Autrement dit, on pourrait dire à d'autres plans de nous-mêmes. Donc, de passer par le corps, d'avoir accès à un aspect plus subtil du corps, va nous permettre d'avoir accès à d'autres aspects de notre conscience Mhm. qui, en fait, présentent enfin, de nombreux bienfaits. On va dire, la conscience, c'est pas juste l'intuition ou c'est pas seulement être plus intelligent ou enfin, que sais-je, c'est vraiment, oui, en partie l'intuition. Donc, Tartantuku insiste énormément là-dessus que une fois qu'il y a un autre rapport au corps, il y a vraiment, on devient son propre conseiller, Mhm. en fait, son propre guide, parce qu'effectivement, il y a une forme d'intuition qui s'élève et on sait ce qui est bon pour soi, déjà. Et ça, Notre corps parle en fait, quelque exactement, c'est part. notre propre guide. Mhm. Hein, il le dit souvent, il ne remet pas en cause le rôle d'un maître extérieur, parce que Mhm. l'exemple des gens qui sont des gens là pour nous guider, c'est hyper précieux. Mais quand même, le but hein, dans ce type de pratique, c'est d'être son propre maître, Mhm. de trouver son maître intérieur. Mhm. Donc lui, il parle de corps de connaissance. Voilà, que le corps, il y a une forme de connaissance liée à ça. Donc ça, c'est déjà un aspect, lui, qui met beaucoup en avant, effectivement, cette intuition. Et après, parmi les autres qualités de l'esprit qui sont mises en avant, effectivement, c'est, alors plus qu'empathie, même, c'est la compassion. Parce qu'une fois qu'on développe cet autre rapport au corps qui est beaucoup plus subtil, en fait, automatiquement, notre rapport à la manifestation, à l'autre, enfin Mhm. déjà, sans parler de la manifestation en général, à l'autre est différent aussi. On va être beaucoup plus sensitif, on va percevoir beaucoup plus de choses. Et en fait, on va se rendre compte que si je fais de mal à l'autre, si je fais du mal à l'autre, en fait, je fais du mal à moi-même. Et Enfin, c'est que je il y a une forme ressens d'interdépendance. potentiellement l'autre aussi, en fait. Si je suis passée par telle étape de la vie, c'est quelque chose, en fait, que tout le monde connaît. Donc il y a peut-être une forme d'humilité aussi qui s'élève. Alors oui, ça c'est sûr, d'être passé par certaines étapes soi-même, on se rend compte bah oui, on se rend compte de la difficulté parfois de certaines situations, donc c'est sûr que ça réduit beaucoup l'arrogance ou Mhm. l'orgueil. Mais aussi, là par rapport à ta remarque, c'est que quand soi-même on est passé par Mhm. certaines situations, quand on rencontre quelqu'un qui passe par quelque chose de similaire, bon bah on va savoir comment l'accompagner. Mhm. Donc effectivement, il y a et ça s'applique à toute forme de situation, et en sachant que comme il y a énormément de situations possibles dans la vie, finalement, hein, on peut, heureusement, j'en sais rien, mais si on devait passer par toutes les situations de souffrance possibles pour pouvoir accompagner l'autre, bon, voilà, je ne sais pas si je signe, hein, moi, parce que, ou peut-être que c'est déjà le cas, puisqu'ils disent qu'il y a déjà eu plusieurs vies avant. Bon, bref, enfin, je ne vais pas partir là-dedans. Mais le plus important pour moi, c'est de comprendre comment ça marche, les liens corps-esprit. Parce que finalement, quelle que soit la situation qu'on traverse, la base, c'est la même. Mhm. Et c'est ça qui fait que quand soi-même on le trouve, après, eh bien, on peut accompagner, j'ai envie de dire, quasiment n'importe qui. Bien sûr, sauf il faut qu'il y ait une connexion. Hein. C'est comme l'amour, les amis. Voilà, on n'est pas forcément, on va pas prendre un verre avec tout son village tout le temps. Mais voilà.
Et je me posais la question, en lisant tes travaux, en allant sur ton site où tu proposes des cours de yoga, des cours de philosophie. Il y a un côté très pragmatique dans ton chemin et Oui. dans ta manière d'appréhender les choses. Et d'ailleurs, c'est très appréciable parce que quand on parle avec un philosophe ou une philosophe très ancrée dans les travaux de l'université, etc., ça peut être vite pompeux ou même décalé avec la réalité. Et j'aime particulièrement en fait ce que tu proposes avec ton regard et les exercices pratiques en tant que professeur de yoga. Et je me suis posé la question, comment et pourquoi tu t'es tournée vers ce yoga? À quel moment de ta vie tu as Ah, réussi à lier philosophie, donc théorie, et pratique? les pratiques. Alors ça, ce lien entre théorie et pratique, c'est présent vraiment depuis le début de mes recherches, puisque dans mon parcours initialement, donc moi j'ai pas fait des études de philo, j'ai fait des études d'économie, et donc l'économie, enfin on va dire depuis très jeune, moi il y a un rapport pratique à la vie. Je veux dire, j'étais pas perdue dans des réflexions très jeunes, hein. J'aimais pas lire d'ailleurs. Enfin moi c'était l'expérience, le voyage, l'action, voilà. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, bah, avant d'avoir une action efficace, il faut peut-être s'intéresser à ce qui se passe dans l'esprit, puisque Mm. l'action, c'est le prolongement de l'esprit. Donc, quand j'ai découvert le bouddhisme, donc je me suis rendu compte que là, on était en plein dans la science de l'esprit, donc c'était parfait. Et quand j'ai commencé mes études de philosophie, il y avait déjà ce souhait de voir comment la théorie ou les textes pouvaient enrichir la pratique. Ça a Mm. toujours été mon axe depuis le début, puisque d'être juste dans l'érudition, ça m'a jamais intéressé en fait. C'est pas ma voie en fait. Mais par contre, ce que je trouvais intéressant au début, c'est que l'érudition pouvait vraiment permettre d'avoir une pratique plus éclairée et plus profonde. Parce qu'à l'époque, on me disait enfin, j'entendais hein, des instructions, on va dire, qui paraissaient très profondes et tout, mais le discours théorique derrière, pour moi, il n'était pas très clair. Et voilà, donc c'était ça un peu Comme l'impulsion atteindre initiale. l'éveil, ce qu'est l'éveil, c'est d'ailleurs ça qui t'a motivé à écrire Ah bah un livre. complètement, oui, par exemple, dire on est déjà un Bouddha, assieds-toi et visualise que tu es déjà un Bouddha, bon bah ça, moi, je sais pas faire. Enfin, je veux dire, enfin, maintenant, aujourd'hui, je saurais mieux comment m'y prendre, mais à l'époque, non, pour moi, je pouvais pas juste marcher sur la confiance avec ça. Enfin, j'avais pas le karma pour ça. Après, il y a des gens, peut-être que ça suffit, mais moi, non, en tout cas. Mm. Et donc, effectivement, c'est un peu ça le début. Et donc, au début, j'étais plus dans la méditation assise, dans la pratique, parce que même quand j'étais en master et en thèse, alors je pratiquais moins qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même déjà une forme de pratique, je faisais des retraites, etc. Mais c'était méditation assise, et justement, à un moment donné, je me suis rendu compte que la méditation assise, j'arrivais à une limite, que je sentais que je stagnais. Et justement, des instructions comme celle que tu as mentionnée tout à l'heure dans l'Ojong, et ça, j'en parle dans mon premier livre, Tous les êtres sont des Bouddhas. Pour moi, enfin, quand on me donnait ces instructions, cherchez où vous êtes dans les sens, le corps, etc. C'est que moi, j'ai l'impression de rester quand même à un niveau mental, en Mm. fait, quand j'appliquais ces Exactement. Ouais. instructions. Et que ça transforme, ça ne changeait rien dans ma vie. Ouais. Et puis c'est quelque chose qu'on peut, je pense, expérimenter quand on est moine ou quand on se donne totalement une vie monastique. Mm. Et Kumye, justement, c'est plus une pratique pratico-pratique inscrite dans une vie où on travaille, où on est en interaction avec des gens, avec sa famille en permanence, etc. Parce que je pense que l'Ojong, c'est hyper intéressant, mais peut-être que c'est beaucoup plus atteignable, et encore, on n'atteint jamais l'éveil, comme on disait, enfin, en tout cas, c'est un chemin très très long, mais quand on est Ouais, dans une vie monastique très méditative, contemplative, et là, je crois qu'on peut accéder à certaines vérités ou certaines expérience de ce révélations. qui est Ouais. proposé. Ouais. Bah, en fait, bon, l'Ojong, c'est vaste, hein. Il n'y a pas que ces instructions-là. C'est vrai que ces instructions-là, en fait, plus spécifiquement, on parle de l'Aktong, Mm, Vipassana, la vision pénétrante. Parce mm, que l'Ojong, littéralement, on peut traduire ça par entraînement de l'esprit. ouais. Et il y a quand même énormément de choses dans l'Ojong qu'on peut appliquer au Oui, quotidien, bien qu'on soit sûr. Bah, laïque c'est une ou philosophie de vie, de dans. toute façon. Mm, Oui, voilà, c'est vraiment un entraînement de l'esprit à cultiver des pensées positives, la mm. vertu. Enfin, il y a énormément de choses quand même qui sont applicables tout le temps. Donc, je me demande même si les instructions que tu as données, on les trouve dans l'autre jonque. Je ne sais plus Oui, où c'est exactement. Ouais, c'est bon. oui, Ouais, oui, parce que oui. ouais, tu as mentionné le livre de Shamarpa. Effectivement, lui, je crois qu'il n'en parle. Mais la pratique de l'acton, généralement, c'est pas du tout ce qu'on fait en premier, quoi. Ça demande déjà beaucoup de pacification Ouais. mentale, justement, pour pas être que dans le mental. Donc, c'est Mm, déjà des instructions très avancées. Et effectivement, oui, il y a un cadre particulier. Mais pour moi, enfin, la réponse que je donne, mais ça n'engage que moi, c'est que à un moment, parce que bon, il y a des moments, enfin moi j'ai quand même,
enfin, je suis pas nonne, mais bon, des fois, je me compare un peu à une ermite en ville. Enfin, voilà, je suis quand même plus dans le retrait que voilà. Et moi, quand même, ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de passer par le corps. Mm. C'est-à-dire que même si j'avais des conditions de retraite, c'était quand même des instructions. Alors après, je suis jeune, j'ai pas, enfin voilà, c'est aussi tout. Enfin, faut pratiquer beaucoup, donc je prétends pas avoir tout fait comme il faut. Mais quand même, moi, à un moment donné, pour répondre à ta question, c'est pourquoi je me suis intéressée à Koumé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je passe par le corps, parce que déjà, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient et que j'avais pas les réponses dans ce type de texte. Donc, j'étais un peu, on va dire, livrée à moi-même. Et mon souhait aussi, c'est d'avoir un yoga qui soit relié, tant qu'à faire, à la tradition du bouddhisme, parce que bah, c'est mon sujet de recherche principal. Bon, bien sûr, je m'intéresse à d'autres traditions aussi, mais pour avoir un maximum de cohérence. Et voilà. Et Bon, c'était une longue réponse, hein, mais non, mais c'est. c'est super. Et je voudrais quand même commencer à conclure le podcast et notre entretien. Et il y a une question qui me taraudait concernant ce yoga tibétain Kumye, où donc on va essayer de chercher l'harmonie à travers le mouvement, à essayer de trouver un état presque de l'extase, j'ai envie de dire, parce qu'il utilise quand même un vocabulaire, j'y reviens dessus, mais ça m'a impressionné parce que ça Oui, change de oui. ce qu'on peut lire. Et, mais alors, comment fait-on pour ne pas s'attacher à cet état, tu vois? Et Ah, donc, du coup, mm, finalement, de ne pas se libérer de notre attachement, en fait, à nos émotions, à nos sensations, à la mm. méditation, au bienfait. Enfin, tu vois où je veux en venir? Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que enfin, le risque, c'est de courir après. Hmm. Voilà, c'est tellement agréable qu'on veut courir après, puis il y a un espèce de jeu qui revient. Donc là, on arrive dans des aspects de la pratique, oui, qui sont délicats. Enfin, il y a vraiment tout un travail d'équanimité à faire, Hmm. c'est-à-dire d'accueillir ce qui se produit, mais sans être dans la recherche. Hmm. Donc c'est une discipline à avoir, une vigilance. Un peu comme les instructions, c'est pareil, à un moment donné, il faut lâcher les instructions aussi. Parce que si on est trop dans les instructions, oui, il y a une forme d'esprit conceptuel qui revient. Donc, oui, il y a une vigilance à avoir, il y a une vigilance à avoir là-dessus, complètement. Mais c'est pour ça que je crois que en ayant lu Lojong et en explorant maintenant Kumye, je trouve que ces deux compagnons qui peuvent vraiment interagir ensemble, parce qu'il y a, je pense notamment à une méditation que proposait Shamarpa dans Lojong. Alors ça peut paraître assez glauque. Parce que c'est pour mieux comprendre l'impermanence de l'existence et, comme il dit, break the ego, donc détruire l'ego qui est finalement source de souffrance et d'attachement. Et en fait, c'est une méditation qui passe donc par une visualisation du corps qui est en état de pourrissement, qui pourrit. Et Mm. donc, on passe par la peau, ensuite, on commence à voir les muscles, le sang, etc. Et en fait, on fait le chemin inverse où on revient dans l'état où on est complet et on repart dans le pourrissement. Et donc, on doit faire ça quand même pas mal de fois jusqu'à ce qu'on comprenne en fait qu'en effet, on est rien et on est Mm. impermanent. Et donc, je trouve que ça peut être très bien en fait de faire les deux en même temps finalement et de se nourrir Oui, des oui. deux. Bah, de toute façon, moi, mon parcours se nourrit clairement des deux approches, hein. Enfin, pour moi, elles sont complémentaires en fait. Je pense pas, enfin après je peux me tromper, je sais pas, il n'y a pas de contrefactuel comme on dit en économie, mais c'est que je pense que j'ai pu autant bénéficier de la pratique de Koumnier parce que j'avais déjà mon bagage, on Étudier, va ouais. dire entre guillemets plus traditionnel, parce que Koumnier reste traditionnel, mais bon c'est pas si traditionnel que ça. Mm. Enfin, voilà, c'est un entre deux, on va dire. Euh, mais il y en a aussi qui pratiquent Kumye sans avoir ça et ça se passe bien. Mais je veux dire, c'est sûr que. D'ailleurs, j'avais fait un cours en ligne là-dessus, bouddhisme et Kumye, parce que je pense, enfin, dans une certaine mesure, je peux traduire Kumye en bouddhisme plus classique. Mm. Et de la même façon, je pense être capable de traduire le bouddhisme plus classique en Kumye. Donc, c'est deux grilles de lecture différentes et qui vont nourrir des aspects différents de notre expérience, en fait. Et C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a deux grilles de lecture pour moi. oui, oui, tout à fait. Et j'aimerais conclure avec cette ultime question. Qu'est-ce que toi, dans ton Mhm. quotidien, cela t'a apporté, la pratique de Kumye? Alors, moi, c'est clairement le rapport aux émotions. Ça m'a énormément aidé.
cette approche par le ressenti. Et au passage, d'ailleurs, quand on parle d'éveil, l'éveil le plus complet, bon, ça prend du temps, mais quand même, ce qui est régulièrement répété par, enfin moi, ce que j'ai pu entendre par les maîtres ou ce que je trouve dans les textes, c'est que la première porte, enfin la première étape de la libération, quand même sur ce chemin d'éveil, c'est de ne plus être perturbé par les émotions. Et ça, déjà, quand on n'est plus pris par ça, alors je prétends pas ne plus l'être, hein, mais disons que ça, voilà, ça a une autre forme, on va dire. Enfin, il y a quelque chose de différent là-dessus. Mais ça, c'est vrai que quand déjà on est plus libre de ça, ça change la vie quand même. Et le fait, donc je dirais que c'est ça en premier. Ouais. Et Et, quand tu es face à un deuil, oui, comment, parce que bon, ça arrive à tout le monde, j'espère que oui. c'est pas trop personnel comme question, mais comment du coup, quel conseil tu donnerais à des personnes qui sont endeuillées, qui pour Mm, accueillir ces émotions sans s'y attacher et commencer ce chemin de transformation? ouais. Alors bon, je suis pas forcément la personne la mieux placée, même si bien sûr, non, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais bon, j'ai connu des deuils. Après, la première chose qui me vient là par rapport à ta question, c'est que le deuil, quand il arrive et si on n'a jamais fait aucun travail, si on n'a fait aucun travail, c'est vrai que c'est quand même une situation qui est quand même particulièrement éprouvante. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment pour commencer, je dirais. Mais après, si c'est le cas, oui, non, je sais pas si je peux me permettre de donner un conseil, si ce n'est que, bah oui, mais bon, c'est un peu bateau, hein, je vais dire ne pas refouler, accueillir, mais je veux dire, c'est une situation tellement forte que, bon, bah, ça, oui, on fait au mieux, quoi. Bon, je suis désolée, j'ai pas vraiment de Mais c'est pour ça réponse. que je trouve que c'est important le fait que tu dises que il est primordial de faire un travail sur soi en fait. Ah bah oui, pour se préparer, parce que la vie, de toute façon, elle peut être très sympa, mais je pense que pour nous tous, il nous attend des trucs pas toujours sympas, en Ouais. fait. Ça, je crois que on pourra jamais changer ça, quelle que soit notre tradition spirituelle, notre métier, notre sexe, notre âge, voilà. Notamment la mort, voilà. Ça, au moins, il y a une certitude là-dessus. Donc, pour moi, c'est sûr que ça, si on ne prépare pas en amont, à moins d'un coup de peau, Mm. voilà, parce qu'on avait pratiqué dans une vie d'avant et ça ressort au moment du passage. Je vois pas trop. Oui, je vois pas trop. C'est quoi l'alternative en fait. Mm. Désolée, hein, mais faut bosser, ouais. Faut bosser, c'est le mot de la fin. Voilà, parce qu'après le deuil, quand on est déjà sur un chemin, il y a déjà une forme d'apaisement qui peut être possible justement si on a une autre conception de la vie, de se dire que ça continue derrière. Donc le fait justement d'avoir été introduit dans des pratiques d'accompagnement au moment de la mort, après la mort, mais rien que ça peut apporter un réconfort énorme parce que quand on se dit que c'est entre guillemets là, je reviens dans mon vocabulaire plus économique, une perte sèche, voilà, c'est sûr que ça renforce la douleur, quoi. Je veux dire, mais si on sait que, enfin, si on sait, si on a la foi, la confiance que ça continue derrière et qu'on sait un peu comment accompagner, rien que ça, Mm. ça peut déjà énormément aider. Mais vous voyez, enfin, tu vois, enfin, vous voyez, chers spectateurs ou chers youtubeurs, où tu vois, on va pas changer de conception le jour où on apprend le décès. Donc c'est pour ça que si on n'a jamais rien fait, c'est Mm. vrai que ça peut être très violent, hein, ce genre de situation. Et en plus, ça renvoie souvent, j'ai l'impression, à notre propre mort, quoi. Mm. Donc bah, là aussi, ça quand même pour se préparer à la mort, oui, ça se prépare pas en un week-end, quoi. Je crois pas. Hein. Vivre, Merci ça apprendre à Sandy. mourir, à ce qui paraît. On peut terminer comme Merci. ça, c'est une On belle peut fin. terminer, c'est une belle fin pour Mm. un nouveau début. Merci beaucoup Exactement. Sandy. Bah, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast, 5 étoiles au passage, cela me fera super plaisir comme vous le savez déjà. Suivez l'actualité de Fleur de Cactus sur mon compte Instagram, Susanna Darcambel. Je vous souhaite de très belles fêtes, prenez soin de vous et peut-être prenez le temps de faire une pause réparatrice.